Alors bonjour Bernard Loustenou, je suis très content de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes un peu l'architecte des finances de la ville. Qu'est-ce qui vous motive politiquement? Alors, politiquement, ce qui me motive, j'ai toujours été un homme de droite, hein. Chrétien convaincu, ancien scout de France. Et ce qui m'a motivé pour intégrer la liste Mon Parti Montauban, c'est que j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans en tant que trésorier municipal. Donc j'ai pu voir le travail fait par Didier Lallemand pendant des années, puisque bien qu'il était juste parti à la retraite, les dossiers qu'il avait mis en route, j'ai eu à procéder à leur règlement assez souvent. J'ai eu aussi l'occasion donc de pouvoir travailler avec Brigitte Barège. On a appris à se connaître, hein. Euh, Elle a cette qualité de pouvoir mener de grands projets, et je crois qu'elle me reconnaît la qualité d'être sérieux dans mon travail et de savoir dire non. Donc plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés dans son bureau pour regarder comment solutionner des problèmes comptables et budgétaires. Je peux dire, je pense qu'elle ne me démentira pas, qu'une certaine complicité intellectuelle s'est nouée. Et tout naturellement, lorsqu'elle m'a demandé d'intégrer la liste pour justement être cet homme qui pourrait s'occuper des finances, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait, sachant que je n'ai jamais vraiment milité dans un parti. Bon, je suis adhérent LR, mais je dirais plus pour faire nombre que pour rechercher une quelconque carrière, une quelconque position. Je n'en ai pas besoin. Ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont bien remplies. Ah bon, Donc, on peut peut-être développer un petit peu d'ailleurs vos vies personnelles par exemple, si jamais. ma vie personnelle, 66 ans, marié depuis bientôt 43 ans. Et à titre anecdotique, marié dans le département à Montricou, puisque ma belle famille était de Montricou, Nègrepelisse. Donc c'est un département que j'ai toujours connu pendant mes vacances, mais que j'ai toujours connu. 3 enfants, 5 petits-enfants, donc Ça nous fait un point commun. Sans les petits-enfants. d'accord. Les petits-enfants, si vous voulez, c'est quand même l'occupation de jeunes retraités comme mon épouse et moi-même, puisque à 5, surtout qu'ils sont les uns à Lille, les autres à Bordeaux, les autres à Paris. Donc quand on les voit, c'est pas souvent, mais ça doit être intense, donc ça demande... Il y a beaucoup d'investissements quand même. oui, Mais vous oui, aurez oui. le temps de vous occuper des finances de la ville tout de même. Alors, les finances de la ville, à titre professionnel, je vais juste vous développer un petit peu ma vie professionnelle. Donc, ça fait 3 ans que je suis à la retraite. J'ai travaillé 41 ans dans une des plus belles administrations de France à mes yeux, le Trésor public, puis ensuite c'est devenu les finances publiques. Mm. Pendant 43 ans, j'ai eu des responsabilités à la fois locales. J'ai commencé comme percepteur de base dans une petite trésorerie en Haute-Saône avec 2 agents, où là j'ai appris mon métier, il faut être clair. J'ai ensuite eu des responsabilités départementales en tant que directeur départemental dans un département voisin, les Landes. Et puis ensuite, j'ai eu des responsabilités nationales, puisque j'avais la responsabilité d'un pôle national qui s'occupait d'amener son soutien au réseau en matière budgétaire, en matière comptable, en matière d'intercommunalité et de fiscalité des collectivités locales. Donc je crois avoir acquis des compétences, j'ose dire, assez importantes. Et je pense pouvoir regarder avec grand professionnalisme et neutralité les finances des 2 collectivités que sont la ville de Montauban et l'agglomération. D'accord. Alors, pour expliquer concrètement aux personnes qui nous écoutent, de quoi on parle réellement quand on parle, par exemple, de budget montalbanais? Alors, quand on parle de budget montalbanais, on va d'abord s'arrêter au premier mot, budget. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget, c'est défini dans le Code général des collectivités territoriales, le CGCT. C'est le document annuel qui doit regrouper l'ensemble des dépenses et des recettes qui vont être exécutées sur un exercice par une collectivité.
Ce budget est formé de dépenses et de recettes et de deux grandes masses que sont la section d'investissement et la section de fonctionnement. Avant de regarder ce qu'il y a en investissement et en fonctionnement, ce budget, comme tous les budgets, hormis celui de l'État, doit obéir à des règles budgétaires très simples. Il doit regrouper l'ensemble des dépenses de l'année. Il doit être sincère, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par exemple, de déclarer qu'on va recevoir 50 000 euros de subvention alors qu'on n'a que des arrêtés signés pour 20 000 euros. Il doit surtout être sincère, hein, et être équilibré. C'est là la grosse différence entre le budget de l'État et le budget des collectivités territoriales. Un budget d'une collectivité territoriale, le montant des dépenses et le montant des recettes doivent être égaux. Ça veut dire que, quelque part, une collectivité ne peut pas faire de déficit structurel de par son budget. Maintenant, la grosse différence entre investissement et fonctionnement, elle est assez simple et on peut revenir à des notions que tous les ménages et toutes les familles connaissent. L'investissement, c'est l'acquisition de biens durables qui vont rester plusieurs années. Lorsqu'une famille achète une voiture, c'est un investissement. Lorsqu'une famille achète une résidence secondaire, c'est de l'investissement. Le fonctionnement, c'est ce qui est consommable. Ça va être la nourriture dans une famille, ça va être le budget vacances. Dans une collectivité, qu'est-ce qu'on retrouve en investissement, qu'est-ce qu'on retrouve en fonctionnement? En investissement, on va retrouver des grandes réalisations. Par exemple, ici sur Montauban, on peut parler du CES, on peut parler du stade de Sapiac, on peut parler de tout ce qui est piscine, école, voirie. Le fonctionnement, c'est le consommable. Le salaire des agents, par exemple. Faites attention, voilà, j'allais dire, consommable, oui, il y a les agents, mais les agents ne sont pas des consommables au sens, j'allais dire, un peu péjoratif du terme. Dans le budget de fonctionnement, la masse salariale, c'est à peu près 50%. Donc là, déjà, on a des dépenses contraintes. Bon, on peut regarder à partir du premier euro, mais les dépenses sont contraintes. Ensuite, il y a toutes les dépenses d'entretien. Les dépenses d'entretien, ça va depuis les fournitures de voirie, les fournitures administratives, etc. Et puis un deuxième... Attendez, ce que vous appelez les fournitures de voirie, c'est par exemple les équipements, les stops sur les routes ou les... Alors, les fournitures de voirie, ça va être lorsqu'on va acheter du gravier à la tonne, du sable à la tonne, de l'enrobé froid à la tonne, ça, c'est du fonctionnement. Pourquoi? Parce que ça va être utilisé de façon très rapide et c'est pas fait pour durer 50 ans. Par exemple, en ce moment, avec les crues, là, oui, ça va être les lagages des... Alors voilà, c'est tout les lagages des arbres, par exemple, c'est de l'entretien, c'est typiquement de l'entretien, c'est du fonctionnement. La tronçonneuse qui va servir, c'est de l'investissement, parce qu'une tronçonneuse, déjà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ce qui est un investissement va être amortissable. Oui. On va amortir une tronçonneuse sur 3-4 ans, on va amortir un ordinateur sur 4-5 ans grand maximum. Le stade, les tribunes de Sapiac, ça s'amortit sur 50 ans. Les immeubles de location, c'est 25-30 ans. Voilà. Un point important dans le fonctionnement, il y a tout ce qu'on appelle les subventions. Donc, c'est les subventions que verse une collectivité locale à des associations. Ça peut être, ça va depuis la lutte contre le cancer jusqu'à la subvention à l'USM, en passant par toutes les associations culturelles qui gravitent autour de Montauban. Voilà. C'est à peu près tout ça. Après, il y a des dépenses d'ordre, mais je ne vais pas venir dessus. Est-ce que sur Montauban, il y a des difficultés budgétaires particulières? Ou est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes problèmes que dans d'autres communes en France? Alors, il y a sur Montauban une spécificité, mais je vais d'abord vous parler de tous les points communs. En fonctionnement, les budgets des collectivités dépendent des dotations de l'État. C'est en particulier la dotation globale de fonctionnement. Donc ça, c'est une masse qui est votée au niveau du budget de l'État, qui ensuite est répartie par département, puis par collectivité, avec des critères assez compliqués. La DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales, au ministère de l'Intérieur, c'est parfaitement en harmonie avec la DGFiP.
direction générale des finances publiques, faire la répartition. Donc là, ça veut dire, si vous voulez, que, par exemple, pour le budget 2026, toutes les collectivités se posent aujourd'hui la même question, puisque le budget de l'État a prévu quand même une diminution importante des dotations. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on va le savoir dans quelques temps, puisque la DGCL... C'est de quel ordre à peu près? Alors, c'est aux environs de 10-12 millions. D'accord. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième point important dans le budget qui est commun à toutes les collectivités, c'est ce qu'on appelle les impôts locaux, la taxe foncière. Donc la taxe foncière, c'est donc une taxe assujettie sur tous les propriétaires d'un bien foncier. Cette taxe foncière, la commune va voter un taux. Oui, j'ai lu qu'elle était au moins dans la moyenne nationale. Alors, pour la taxe foncière, nous avons un tout petit problème dans les Landes. Permettez-moi de prendre une petite fiche pour avoir les chiffres exacts. L'article 16 de la loi de finances de 2020 a introduit un système suite à la disparition volontaire par le gouvernement suite à l'élection du président Macron, c'est-à-dire la disparition de la taxe d'habitation. Le département, lui, n'a pas été touché par la taxe d'habitation puisqu'il ne la percevait pas. Il y a un système qui a été mis en place qui consiste à dire qu'il va quand même falloir que les collectivités aient des ressources qui soient pérennes en matière de fiscalité. Donc le gouvernement a décidé que la taxe foncière perçue par le département serait versée à la commune et viendrait s'ajouter à la taxe foncière de la commune. Or, nous, dans le département du Tarn-et-Garonne, on a un handicap majeur que peu de Montalbanais ou de Tarn-et-Garonnais connaissent, à savoir que le taux de la taxe foncière du département, donc fixé par le conseil départemental, est le 6e taux le plus élevé de France. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsqu'on ajoute ce taux départemental au taux communal, on arrive à un taux de 61,98%. D'accord. Qui est un taux, il faut être clair, qui est un taux qui est très élevé. Beaucoup de Montalbanais ne savent pas que sur la somme que nous recevons par le système des 12e, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, que la commune reçoit, vu que la partie de la taxe foncière du département est supérieure en montant à ce qu'était la taxe d'habitation de Montauban, la commune reverse dans un pot commun pour aller alimenter ce qu'on appelle, entre guillemets, les communes pauvres, c'est-à-dire les communes qui avaient des taux de taxe d'habitation très faibles avec des taux de taxe foncière très faibles. D'accord. Si j'étais un petit peu polémique, je dirais ce sont souvent des communes de la grande couronne de Paris et des communes de gauche, voire un peu plus. C'est la Seine-Saint-Denis, quoi. Pardon ? Seine-Saint-Denis en particulier, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Montalbanais doivent savoir que, par exemple, en 2015, alors le chiffre exact, il vaut mieux l'avoir, la commune de Montauban a reversé 11,8 millions d'euros à ce pot commun. Si vous voulez, le gros problème, c'est que cet argent est payé par les Montalbanais, ouais, mais ne profite pas à la commune de Montauban. D'accord. Alors après, en fait, c'est pas... D'accord, j'ai compris. Ce qui fait que depuis 2020, la commune a reversé en moyenne 10 millions par an au pot commun. Je rappelle que dans une approximation comptable qui est de mise pour tous les comptables publics, 1 euro de recette, ça fait entre 7 et 10 euros d'investissement. Donc vous calculez 10 millions d'euros, ce que ça fait. D'accord. Ça fait 70 millions d'investissements qu'on n'a pas pu faire. Une autre... C'est un peu comme avec l'Union européenne, d'ailleurs, parce qu'on est excédentaire sur la contribution. Alors, là, c'est un petit peu différent, puisque au niveau de l'Union européenne, on obéit à des règles communautaires. Ah oui, ouais. Comme, par exemple, la politique agricole commune, tandis qu'en France, on n'a pas ces règles communautaires ou ces règles nationales qui s'appliquent sur nos budgets. Une des différences importantes que je ne vous ai pas citées, c'est la dotation globale de fonctionnement. Dotation globale de fonctionnement, nous perdons sur cette taxe, nous, sur Montauban, à peu près 3 millions par an. Pourquoi ? Parce que par rapport à la strate,
Alors la strate, je vais pouvoir vous définir ce qu'est une strate. Qu'est-ce qu'une strate? Une strate, c'est pour pouvoir classifier les collectivités de 0 à 500 habitants, à 1000, 3500. Nous, on est dans la strate de 50 000 à 100 000 habitants. On a un déficit au niveau de la DGF, c'est-à-dire que nous percevons à peu près 10 800 000 euros de DGF par an. Et dans la strate, quand on rapporte ça à la recette par habitant, la strate, c'est 229 euros par habitant. Nous, on est à 171 euros par habitant. Je vous laisse faire le différentiel. Ça veut dire que ça va être un des points importants si le 23, nous sommes aux commandes de la collectivité, ça va être d'aller voir les services préfectoraux et les services du ministère de l'Intérieur pour comprendre d'où vient ce différentiel et quelles sont les possibilités de pouvoir revenir à un niveau moyen de la strate sur les 3-4 années à venir. Nous irons bien sûr interroger aussi la Chambre régionale des comptes d'Occitanie pour pouvoir essayer de remédier le plus rapidement possible à cette différence. J'ai peur que la différence, que ça soit une question qui est très politique, à mon avis. Donc au final, ils ne le diront pas comme ça, mais ça sera... Non, il n'y a pas... Enfin, dans les critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement, on a à peu près une cinquantaine de critères qui vont de la population à la richesse moyenne, au salaire moyen, à la superficie de la commune, à la longueur de la voirie, etc. Donc des problèmes très techniques. Ce qu'il faut qu'on vérifie et qu'on fasse vérifier, c'est que tous ces critères-là et tous ces paramètres sont au bon niveau. Voilà. Bon. Je dirais, par atavisme de fonctionnaire, je fais totalement confiance à la DGCL, mais je préfère aller vérifier avec eux. Ouais, je vois à peu près l'idée. Pour reparler un petit peu politique, nos adversaires actuellement considèrent qu'on dépense trop en Montauban. Qu'est-ce que vous leur répondez là-dessus? Alors, j'ai bien regardé cette question qui disait que elle était très simple. Hein, vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, on a dépensé 2 milliards d'euros ouais, c'est ce que j'ai lu sur aussi. 20 ans. Voilà. Alors, deux petites choses que je voudrais dire. D'abord, c'est que dire on a dépensé 2 milliards d'euros, point, pour moi, en tant qu'ancien comptable du Trésor, ça n'a aucune signification. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qu'on a dépensé avec ce qu'on a encaissé, de regarder quelle est la capacité d'autofinancement annuelle moyenne et de pouvoir dire est-ce que on a dépensé plus, on a dépensé moins, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Donc je me suis relivré à un petit calcul pour pouvoir donner des chiffres exacts. Pour la commune, entre 2001 et 2025, en fonctionnement, je vais faire fonctionnement et investissement, en fonctionnement, on a dépensé 1 524 millions, mais on a encaissé 1 676 millions. Ça veut dire déjà qu'en cumulé de 2001 à 2025, en fonctionnement, on a dépensé moins que ce qu'on a encaissé. Exactement. C'est déjà un point qui est à signaler. En investissement, on a dépensé 756 millions, mais là, on a encaissé que 745 millions. La différence, je vous la laisse faire, elle est de 10-11 millions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité d'autofinancement moyenne, c'est-à-dire l'épargne brute que l'on peut consacrer par un système budgétaire qui part du fonctionnement pour venir enrichir l'investissement, est en moyenne de 9 500 000 euros. D'accord. Donc ça veut dire que dépenses et recettes se stabilisent d'un côté, en investissement. Si je prends le total fonctionnement et investissement, donc c'est le chiffre qui était cité par une liste, on n'est pas à 2 milliards, mais on a dépensé 2 milliards 241 000 euros et on a encaissé 2 milliards 281 000 euros. Donc on peut dire que c'est à l'équilibre. C'est à l'équilibre, c'est un équilibre qui est, comme tous les équilibres, assez fragile, c'est-à-dire qu'il faudrait peu pour que l'on verse dans une gabegie de dépenses. Par contre,
Donc là, ça va être tout l'intérêt, et c'est tout l'intérêt qui a été porté par Didier Lallemand et par Brigitte Barèche pendant des années, c'est-à-dire c'est de flirter avec l'équilibre, de ne jamais tomber dans le déficit. D'ailleurs, les plusieurs rapports successifs de la Chambre régionale des comptes ne font pas apparaître un danger de déficit pour la collectivité, mais signalent, et il faut le dire, que la gestion est assez fine pour pouvoir à chaque fois ne pas être dans le négatif. Donc toute je dirais, la grande mission qui va nous incomber si avec Didier Lallemand et mon parti Montauban on est élu, vu le montant des investissements que nous aurons à faire, les investissements qui sont liés à deux grandes infrastructures, toutes les listes devront bien entendu passer par ces deux investissements, à savoir la gare LGV et l'hôpital. Oui. Tout le but du jeu va être de rester à l'équilibre sans jamais tomber dans le déficit. Vous allez me dire, on parle de combien sur l'hôpital et sur la LGV? Alors, sur la LGV, nous, grosso modo, on a à peu près 100 millions d'euros à trouver. D'accord. Sur l'hôpital, par définition, l'hôpital, c'est pas une compétence de la collectivité. Donc l'hôpital va être construit à partir de fonds qui vont être donnés par l'État, octroyés par l'État à l'hôpital. Par contre, nous, en tant que collectivité, nous avons tout l'environnement de l'hôpital. Les dessertes de voirie, les parkings, etc. Et faire que on n'ait pas un hôpital des betteraves, comme on a dans certaines régions, une gare LGV des betteraves. Qui est planté au milieu du... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a tout un quartier à créer autour. Un quartier qui doit être à la fois un quartier où il va faire bon vivre et un quartier où on puisse avoir des entreprises qui soient implantées, puisqu'on va jouxter la zone industrielle ou artisanale de Bressolles, donc il est intéressant d'avoir tout ça. Et bien entendu, le défi, ça va pas être uniquement de construire des immeubles, des voiries, mais ça va être de faire un quartier qui soit éco-durable. Parce que construire aujourd'hui ou construire dans les 5-6 années qui viennent un quartier comme dans les années 60, ça ne rimerait à rien. Donc là-dessus, on a énormément de travail à faire. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des subventions, des portages d'argent. Donc ça, on est en train d'y réfléchir. Et quand je dis subventions, tout à l'heure, vous m'avez demandé quels étaient les points communs ou les points spécifiques du département et de la communauté. Nous avons un département ici qui octroie à la commune de Montauban et à l'agglomération de Montauban des subventions de montant très faible. Je ne vais pas vous refaire l'historique, vous le connaissez mieux que moi. Moi, je ne suis montalbanais que depuis 6 ans ou 7 ans. On est deux. Voilà. Bon, vous savez qu'il y a des chicayas politiques qui sont d'accord, sont pas d'accord. Le problème, c'est que c'est le montalbanais qui, si vous me permettez l'expression, trinque au travers de ça, puisque les subventions ne sont pas aussi importantes que celles octroyées à d'autres collectivités. Et le deuxième problème, c'est que la région, pour l'instant, ne semble pas vouloir s'investir comme elle le devrait ou comme elle le pourrait dans ces deux grands projets, sachant qu'en plus, entre les subventions annoncées par arrêté et la date de versement, la région a quelques difficultés de trésorerie que je comprends parfaitement pour être ancien comptable. Alors on perçoit les subventions avec retard, mais là au moins on les perçoit. Oui, ça c'est important. Et est-ce qu'il y a aussi des subventions de l'Union européenne, vu que c'est un écoquartier, je crois qu'il y a des... Alors, les subventions les fonds structurels européens, en effet, il y a possibilité de pouvoir je dirais en profiter. Il faut que l'on regarde, parce que là, les appels à projets, la dernière tranche d'appels à projets arrivait jusqu'en 2026, donc il va y avoir une nouvelle tranche d'appels à projets qui va être lancée par l'Union européenne. Tout le travail va être de monter les dossiers, et je peux vous garantir, mais je pense que vous ne serez pas surpris, les dossiers pour l'Union européenne sont d'une complexité totale, mais c'est pas grave, on va s'y atteler. On va regarder ça dans le détail, et puis
sans garantie de succès, parce que Non, c'est parce que pas là, nous pour les le coup, c'est très décideurs, mais on politique. fera les dossiers. Là, c'est politique pour le coup. Je suis pas certain que même un dossier, ça va être le décideur au final, et peut-être même pas dans l'analyse du dossier, mais peut-être dans de la couleur politique des gens qui le portent. Alors, oui, très souvent, dans les fonds structurels européens, on a des colorations politiques qui jouent plus ou moins pour l'attribution. Je reste quand même très optimiste sur le projet LGV. Pourquoi? Parce que le projet LGV, avec tout ce qui va autour, donc la gare et les voies seront l'affaire de l'État, mais tout ce qui va autour, c'est de l'aménagement du territoire. Or, je ne peux pas imaginer que l'aménagement du territoire ne soit pas une politique qui doive être et nationale et européenne, surtout que Montauban est très bien placé déjà au niveau des infrastructures autoroutières, puisqu'on est à un croisement, que quelque part l'Espagne est la porte à côté, que quelque part la LGV, on verra si les financements sont là pour la partie qui devrait partir sur Dax, Bayonne et puis ensuite l'Espagne. Donc je n'ose pas imaginer que l'attribution des subventions et des fonds structurels européens soit uniquement politique. Je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que au titre du développement du territoire et du développement du territoire européen, nous devrions, si cela est possible, avoir accès à ces fonds structurels. D'accord. J'ai une petite dernière question. Pouvez vous nous dire en quelques mots ce que vous pensez de l'avenir financier de la collectivité, Alors, si vous êtes élu, oui. d'ailleurs? Alors, l'avenir financier de la collectivité locale, si nous sommes élus, et c'est ce que je souhaite, j'espère que c'est en bonne voie, nous traduirons nos projets de façon pluriannuelle avec un budget chaque année. Le but du jeu, si vous voulez, c'est de ne pas rompre l'équilibre que j'ai essayé de vous démontrer tout à l'heure. Ça va être, quand on regarde le cycle de l'élu, c'est-à-dire sur 6 ans, et là ça risque d'être 7 ans, la première année on regarde, comme je dis trivialement, on essaie de, si les fauteuils sont confortables, puis on prend contact avec tous les services, on finit les projets de l'équipe précédente, ce qui est tout à fait logique. Et puis on commence à lâcher. Oui. Pas forcément. Alors, quand je dis on finit les projets de l'équipe précédente, c'est-à-dire que tous les projets qui ont été engagés, Mais quand t'es voté et puis qui ont été, budgété. qui ont été votés, budgétés, mais surtout qui ont eu un début d'exécution. Oui. Lorsque vous avez passé un marché et que l'ordre de service a été transmis aux entreprises, ben vous ne pouvez pas l'arrêter. Enfin si, vous pouvez l'arrêter, mais au prix de pénalités qui, quelquefois, sont supérieures au montant du marché. Donc, tout ce qui va être en route et qui est sur les rails, comme on dit, c'est-à-dire où on a déjà eu des dépenses, etc., tout ça, on va le mener à son terme. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je disais les écologistes, là, justement, oui. Il y en a pas mal qui sont contre la LGV, par exemple. Oui. Ils disent on va bloquer le projet. Alors, oui. c'est le même genre de. Quand on lit ça, on se dit mais attendez, il y a déjà de l'argent engagé, on a déjà fait beaucoup de choses. C'est assez bizarre de dire ça. Oui, alors, je peux comprendre, et j'ai quand même un souci comme quasiment tout le monde, même tout le monde sur cette liste, on a tous un souci d'écologie. Il faut préserver ce qui fait la beauté de notre pays, c'est-à-dire l'ensemble des paysages, cette biodiversité. On est quand même le pays le plus touristique d'Europe, c'est pas uniquement parce qu'on a des châteaux et des chapelles, c'est aussi parce qu'on a des paysages qui sont formidables. Mais c'est la France a un jardin, un grand jardin, qui a été travaillé pendant des siècles. Exactement. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas se tromper de responsable et de responsabilité au départ. Lorsque les écologistes disent on veut arrêter la LGV, bon courage, parce que la LGV, c'est de la compétence de l'État. Exactement. Donc, je ne vois pas comment la commune de Montauban, aussi rayonnante soit-elle, aussi connue soit-elle, on ne devrait jamais quitter Montauban, qui ne connaît pas ça en France, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir stopper définitivement la LGV. Dans une logique un peu suicidaire, vous voyez Felsenheim par exemple, là, qui a été fermé pour faire plaisir aux écologistes, c'était une bêtise.
Alors, C'était je ne rentable. dirais pas, je ne jugerai pas si c'était une bêtise ou pas. Je dis simplement que si j'avais été, en rêvant, à l'époque, membre du conseil municipal de Fessenheim, je serais en très grande colère. Parce que c'est une compétence de l'État qui vient priver une collectivité à la fois de ses ressources, de son attractivité, que ce soit au plan professionnel, etc., etc. Mais comme je suis démocrate, l'État, il décide, et c'est à nous, les collectivités, de, je dirais, nous débrouiller, pour pas dire autre chose, mais vous m'avez compris, pour faire que on arrive à passer. Donc la LGV, l'arrêter, je suis pas sûr aujourd'hui que ce soit raisonnable. Certes, vous pourriez me dire, on va savoir dans quelques semaines qu'est-ce qui va advenir de ce projet, vu la santé financière de l'État. Je n'ose pas croire que ce projet soit arrêté. Je suis beaucoup plus enclin de penser qu'il pourrait être retardé. C'est-à-dire que l'investissement ne se fera pas sur les 7-8 années à venir, mais peut-être sur les 10 ou 12. Ce qui n'empêche que nous, communauté d'agglomération et commune, et Didier Lallemand le dit très bien, je vais reprendre sa phrase, c'est pas l'argent qui va nous manquer, c'est le temps. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on va lancer, par exemple, la voirie, entre le moment où vous faites les études, il y a un syndicat mixte qui est là pour ça, il faut lancer des études. Une fois que les études sont lancées, il faut choisir le plan de développement. Donc il faut à nouveau relancer un cabinet d'architectes, etc. Puis derrière, il faut lancer les appels d'offres européens, etc. Là déjà, vous avez 24 mois dans la vue. J'ai une question là-dessus, Oui. justement. Bon, là, vous résumez quelque chose qui est très intéressant. Pendant la crise du Covid, Oui. on a vu en Chine Oui. des hôpitaux Oui. monter en un mois. Oui. En un mois. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a une légère perte de temps, ce dont on parle là, à cause d'une certaine administration, ou une certaine norme, une certaine normativité, on va parler de ça. Alors, en tant qu'ancien fonctionnaire de l'État, vous pensez bien que cette question me touche et me préoccupe. Je vous dirai d'abord, et je vous l'ai dit dans les premiers mots de présentation, si toutes les administrations de France fonctionnaient aussi bien que le Trésor public, on n'en serait peut-être pas là où on en est. Pourquoi? Nous faisons partie du but que nous faisions, enfin nous faisons partie du grand ministère de l'économie et des finances, et nous étions, nous, la direction des économies. Il suffit de voir le nombre d'emplois qui ont été supprimés. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, nous avons en France une administration pesante, redondante. J'ai connu l'époque où il fallait envoyer un seul tableau et c'était fait. Maintenant, si vous avez cinq interlocuteurs au lieu d'un, et vous envoyez 5 tableaux qui sont identiques. Ce qu'il y a, c'est que l'entrée du tableau n'est pas tout à fait la même, mais c'est pareil. Dans l'éducation nationale, c'est vrai dans la partout. Police, c'est vrai oui, dans la gendarmerie. Tout à fait. Et en fait, ils sont noyés là-dessous, les agents. Exactement. Cadre A, cadre B, cadre C, hein, c'est la même. Tout le monde. Je dirais quand même qu'il y a un espoir. Et cet espoir, nous l'avons tous vécu en tant que Français. Et pourtant, au début, personne n'y a cru. Bien que ce ne soit pas ma tendance politique, le président Macron nous a dit « Je reconstruirai Notre-Dame en 5 ans ». Qu'a-t-il fait? Il a simplement pris une loi, ou un décret, je crois que c'est une loi d'ailleurs, disant « Ben voilà, toutes les normes, tous les papiers, tous les dossiers administratifs, c'est terminé. Là, c'est une déclaration d'urgence. On va le faire et on va le faire très vite. » Vous avez répondu à ce qu'il faut faire. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, juridiquement, tout le dossier de la construction de Notre-Dame était moins sûr? Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'à un moment, on a dit à des administrations, voilà l'objectif, vous devez y arriver, vous avez 5 ans. Je signalerai de façon, je dirais avec une certaine gourmandise, qu'on a nommé un ancien général. C'est pas pour rien. Et 5 ans, on y est arrivé. Donc ça veut dire que si en France on veut se donner les moyens de nos ambitions, on peut le faire. Hélas, nous, au niveau des collectivités,
on n'est pas à même de dire on va s'en passer. Pour la LGV, pour le quartier, l'écoquartier durable que je vous ai un petit peu décrit tout à l'heure, quand il va falloir passer par des appels d'offres européens, on sera obligé d'y passer. Quand on connaît la lourdeur, ne serait-ce que monter les dossiers, monter des dossiers comme ça, je pense qu'il faut qu'on mette 4-5 équivalents temps plein pendant 2 ans à travailler que sur ça. C'est le problème d'une administration qui s'auto-entretient, en fait. Au bout d'un moment, elle crée elle-même les raisons de sa poussivité, en fait. Tout à fait. Vous comprenez qu'il m'est difficile d'aller plus loin, puisque, bien qu'ayant quitté l'administration il y a quelques années, j'ai encore un devoir de réserve. Ah oui, c'est vrai. C'est juste. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Puis, ça va au plaisir. J'espère qu'on se reverra dans un cadre moins formel. Avec le plus grand plaisir. Merci de la qualité de vos questions, et puis à votre entière disposition.